Alors, bienvenue dans ce nouveau débat à vrai dire. On est au cœur du Festival des cultures numériques sans décoder à Dompierre-les-Ormes. Et aujourd'hui, on est réunis pour parler des fake news. Alors, fake news, littéralement, la traduction, c'est fausse nouvelle. On va étudier ensemble et échanger sur ce que ça peut bien vouloir dire, ce que c'est une fake news. Je crois que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Seulement, il y a une ampleur un peu différente avec les médias qui les relaient aujourd'hui. Et donc, on va étudier ce que c'est, comment ça fonctionne, qui les publie, qui les crée, pourquoi peut-être, et puis quels sont les dangers et enfin comment on peut lutter contre. Alors pour discuter de tout ça, j'accueille Charlie Danger. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Charlie Danger. Je suis l'auteure et l'autrice et la réalisatrice de la série de... Qu'est-ce que je raconte ? Excusez-moi, fin de journée. De l'émission culturelle Les Revues du Monde, qui est une émission qui parle d'histoire et d'archéologie, et c'est disponible sur YouTube. Et donc, voilà, c'est ce que je fais. Je vous laisse vous présenter aussi. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Nathalie Barbery. Donc, je suis coordonnatrice du CLEMI. Alors, à l'Éducation nationale, on aime bien les acronymes. Pour faire tout simple, c'est un service d'éducation aux médias et à l'information. Donc, du rectorat de Dijon, dont la vocation est de faire de la formation des élèves et des enseignants en ce qui concerne les médias et l'information. Alors déjà, pour commencer, pourquoi on dit fake news et pourquoi on utilise un mot anglais, vous savez ? C'est Trump. D'accord. Ok, très bien. Donc, est-ce qu'on peut trouver ensemble une espèce de définition ? Oui, c'est... Quand on veut définir un terme, c'est souvent bien d'utiliser son antonyme, c'est-à-dire que la désinformation, dans le mot, il y a information, et c'est de comprendre quelle est la différence entre une information et une désinformation. Alors la désinformation, elle est souvent basée sur des choses fausses ou profondément transformées, enfin des faits, soit totalement faux, qui n'existent pas, ou profondément transformés pour tromper le lecteur ou l'auditeur. Et nous, quand on parle de désinformation, justement, vous parliez des enjeux, le but, c'est de montrer que derrière, il y a une intention de nuire, de communiquer sur des choses qui ont, pour la personne qui le fait, une importance forte. On va voir qui est-ce qui est derrière, pourquoi on le fait, comment on le fait, mais il y a des stratégies derrière. C'est pas... Alors évidemment, là, on va laisser côté tout ce qui est blagounette, blagounette, tout ce qui est de la parodie de sites d'information, etc., ça occupe une grande place dans les médias, mais c'est pas sur ça que, je trouve intéressant de réfléchir. Bon, il y a toujours eu, des farces médiatiques, mais là, on va pas parler de ça. Qui du coup en plus s'apparente pas à de la désinformation, mais à un procédé pour par réaction peut-être, ou pour illustrer d'une autre manière, d'une manière humoristique peut-être un fait, et puis susciter une réflexion. Oui, des fois certains les reprennent au premier degré, alors ça pose un problème. Et alors on les trouve où ces fake news déjà ? Sur les réseaux sociaux, sur la plupart des réseaux sociaux. Il y a même des médias spécialisés. Il y a des médias qui ont l'odeur, la couleur d'un média, mais c'est pas un média, c'est un média de désinformation. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le web d'aujourd'hui, alors juste pour resituer, si Charlie Danger il est là, si on est là, c'est qu'à un moment donné, dans les années 2000, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le web 2.0 qui s'est développée, qui a permis à tout un chacun de 7 à 97 ans de s'emparer du web et de communiquer. Et c'est la dimension interactive. Et c'est ce qui a fait pas naître, parce que vous disiez la rumeur elle a toujours existé, mais se développer c'est cette désinformation, cette information qui vient d'ailleurs aussi, puisqu'il n'y a pas que des médias traditionnels qui donnent de l'information, mais aussi qui a fait que la désinformation a pris une ampleur énorme. Et le web qu'on a connu, je dirais, dans les années 2003-2004, et le web d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Sur la plupart des sujets, quand vous allez taper dans un moteur de recherche, faire une recherche, surtout sur des sujets polémiques, vous avez un fort risque de tomber sur de la désinformation plutôt que sur de l'information. On va prendre les vaccins, on va prendre des sujets politiques, des sujets religieux, et après je pourrais expliquer pourquoi. Charlie, d'ailleurs, j'ai lu quelque part que pour défricher les sujets dont tu vas pouvoir parler dans tes vidéos, tu n'utilises plus les moteurs de recherche.
Non, plus du tout. Après, si, ça peut m'arriver si je veux me renseigner de façon globale sur un sujet, mais si c'est dans le cadre de l'écriture, de la documentation, de manière générale, je connais très peu de vulgarisateurs scientifiques qui se renseignent en utilisant des moteurs... Enfin, si, pour accéder à des sites fiables, mais sinon, on tape pas, par exemple, Seconde Guerre mondiale. ça se fait pas. Nous, on va sur des sites spécialisés comme Percé, Gallica, Open Source, qui sont des sites, en fait, qui recensent un nombre assez incroyable de publications scientifiques, ce qui nous permet d'avoir un outil direct d'accès à la science et de recouper les informations pour essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus de la réalité. Donc, voilà. Après, de façon personnelle, il m'arrive d'utiliser les notices Wikipédia comme tout le monde. Hein. Mais tout le monde peut faire l'expérience avec son smartphone tout de suite, avec son ordinateur ce soir chez soi. Vous prenez n'importe quel moteur de recherche, même en dehors de Google, même des moteurs de recherche alternatifs, et vous mettez le mot « égalité », vous allez voir tous. Vous allez avoir, en première occurrence, un site de désinformation d'extrême droite, pour faire très simple, qui est « Égalité et réconciliation ». d'Alain Soral, qui vient d'être condamné. Bon, il n'est pas encore en prison, mais il va l'être peut-être bientôt. Mais voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, des gens mal intentionnés détournent même les mots-clés des valeurs de la République, etc. Un de ses camarades qui s'appelle Thierry Messant, qui est un grand complotiste devant l'éternel, lui, son site, il s'appelle Voltaire. Donc voilà, siècle des Lumières, etc. Donc l'art de détourner tout ce qui est les symboles de la démocratie, de la République, de la culture, puisque ce Alain Soral, il a créé une maison d'édition qui s'appelle Contre-Culture. La contre-culture, c'est Kerouac, c'est pas l'extrême droite, c'était plutôt les hippies des années 60-70. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple concret de fake news, quelque chose qui pourrait parler à tout le monde aujourd'hui, de comprendre le cheminement, comment on arrive à cette information, cette fausse information, et puis comment après elle peut avoir un impact ? Alors, il y en a tous les jours. Alors, je vais prendre un domaine qui va toucher l'éducation nationale. Au mois de septembre, a été publiée sur des comptes Twitter une photo où on voyait une famille avec donc un papa, une maman et 2 enfants, avec des tenues roses à poil. Alors, à poil, quand je dis, c'est pas un costume, un déguisement, mais qui représentait une personne nue. Donc on voyait le papa qui avait un zizi rose que la petite fille touchait. Alors vous pouvez la retrouver, cette photo. Et le tweet, c'était « Voilà ce qu'ont reçu les professeurs des écoles pour faire l'éducation sexuelle des enfants à la rentrée ». Puis quand on fait ce qu'on appelle une recherche inversée d'images, déjà on regarde d'où vient la photo. Bon, il y a des techniques, c'est assez rapide, c'est facile à faire. Donc cette photo, on voit qu'elle date déjà depuis plus de 10 ans, on la retrouve sur Internet, donc ça date pas de 2018. Et on voit que c'est une artiste italienne qui a créé ça dans le cadre de sa création artistique. Mais si on regarde qui est-ce qui tweet ça, comment c'est relayé, etc., on voit bien qu'il y a une intentionnalité de nuire à l'éducation nationale, de nuire au... après, il y a tout derrière, il y a un courant de pensée politique. Charlie ? Après, il peut également... Donc oui, il y a clairement des fake news qui sont créées de toutes pièces dans le but de nuire, mais il y a aussi des fake news qui sont entre guillemets pas volontaires, à savoir le principe de la rumeur. Quelqu'un lance une information... peut-être sur le ton du second degré, on est sur Internet, donc quand on lit quelque chose, on n'a pas le ton de la personne, on n'arrive pas forcément à discerner si c'est de quelle façon c'est dit. Et puis après, c'est repris, et ça peut commencer comme ça. Ou alors, également, avec le cas, moi, ce que je connais le plus, pour le coup, c'est les documentaires complotistes et tout ce qu'il y a de complotistes sur YouTube et sur Internet. Et ça, par contre, c'est vraiment très problématique, puisque quand on a un film qui utilise tous les codes du documentaire, qui utilise la narration du documentaire, qui utilise les termes de spécialistes, de science, de toutes ces choses qui nous rappellent finalement quelque chose de sérieux, alors qu'en fait, il y a derrière un message complotiste et des fake news,
on ne peut pas forcément faire la différence, et pour des personnes qui ne sont pas averties, on tombe très facilement justement dans les fake news et dans le complotisme, etc. Et alors ça, est-ce que c'est pas dû aussi à une espèce avec l'avènement d'Internet, le fait que les informations soient diffusées à une échelle beaucoup plus grande, peut-être beaucoup plus rapide? Je crois que dans les chiffres, une fausse information est véhiculée 6 fois plus rapidement qu'une information qui a été vérifiée. Est-ce que cet accès horizontal à l'information, puisqu'on a tous, ou très majoritairement des réseaux sociaux, accès à l'information en ligne, n'a pas changé aussi le statut de l'expertise et de la connaissance? Charlie, quand tu crées une vidéo de vulgarisation ou de transmission d'un savoir particulier, j'imagine qu'il y a une responsabilité à aller creuser les sources. Mais est-ce que c'est délicat en fait de faire entendre que cette version-là est la vérité ou quelque chose qui a été travaillé, ou elle est mise en concurrence en fait avec d'autres versions comme je sais pas, l'invasion des aliens comme une explication rationnelle à l'arrivée des pyramides d'Égypte? Ah, ça, c'est un thème qui est très délicat, puisque en effet, il faut pas diaboliser Internet. Internet, c'est un outil qui est formidable, puisque grâce à Internet, on a accès globalement à toutes les connaissances enregistrées de l'humanité. Donc c'est un outil formidable. Cependant, qui dit grande liberté de création et de recherche, dit également fake news et tout ce qui va avec. Sur YouTube, en l'occurrence, n'importe qui peut créer une chaîne de vulgarisation. Il ne faut pas être nécessairement historien ou spécialiste dans son domaine pour se lancer là-dedans. En revanche, il y a le principe de légitimité qui va arriver avec le temps et au fur et à mesure de la croissance de la chaîne, à savoir, on arrive assez facilement à déceler quelles sont les chaînes sérieuses qui vont proposer un contenu de qualité, parce que ça se remarque déjà sur les sources. Si les sources sont bien notées en description, ça peut rassurer, ça peut indiquer entre guillemets un gage de qualité, mais également dans la façon de traiter les sujets par la personne, tout simplement. C'était quoi la question de base? C'est pas grave, on oublie, c'était... Non, mais c'est intéressant, mais non, du coup... c'était en gros comment notre... Je vais essayer de tourner autrement. J'ai l'impression qu'il y a l'avènement d'Internet a aussi modifié nos psychologies. À savoir, avant, on avait des figures référentes, il n'y avait pas de l'information qui venait de partout, donc on pouvait se dire, ce média-là est sérieux, de manière générale, où ces sources sont affichées rapidement. Oui. Aujourd'hui, moi, peut-être la première, j'ai tendance à me dire, tiens... mon ami sur Facebook, que je connais bien par ailleurs, pense ça. Tiens, je pense que ce qu'il partage d'office est vrai. Ou je vais avoir tendance à croire ce qu'on me dit, parce que j'ai l'impression qu'il détient le savoir de la même manière qu'un média plus affirmé comme étant un média. Alors, je pense que c'est deux outils qui sont très différents, ils ont chacun leurs avantages et chacun leurs inconvénients. Le fait d'avoir, par exemple, un outil comme la télévision, qui est un outil unilatéral, à savoir on n'a pas d'autre point de vue et on prend la chose comme étant une vérité parce qu'on fait confiance aux journalistes dans leur travail d'investigation. Le jour où les journalistes relaient des informations qui sont fallacieuses, comme c'est déjà arrivé dans des documentaires ou des émissions, ça arrive, et bien là, on n'a aucun moyen de s'en protéger. Alors qu'avec Internet, certes, on peut récupérer n'importe quelle information, mais en même temps, on peut vérifier, on peut chercher, on peut prendre le temps de comprendre si c'est une bonne information. Donc je pense que la clé là-dedans, c'est pas tant de pointer du tout Internet en disant « Ouh, Internet, c'est pas bien ». C'est plutôt l'éducation des personnes. Il faut que chacun comprenne que c'est sa responsabilité de faire attention aux informations qu'il ingurgite comme étant la vérité. Si on voit passer, par exemple, dans notre fil Facebook d'actualité, une publication d'une amie qui dit que les vaccins, c'est pas bien, avant de prendre l'information comme étant une vérité, il faut se demander « Ok, on vient de me donner une information, qu'est-ce que j'en fais ?» je fais des recherches de mon côté et potentiellement je recroise un peu les sources en ne cherchant pas à confirmer son point de vue, sinon c'est un biais de confirmation et c'est pas bien non plus. Et donc oui, je pense que c'est de la responsabilité des gens. Il faut être autonome, c'est comme avec tout. Donc il ne faut pas se priver de cette liberté, mais il faut en avoir conscience et il faut bien savoir utiliser l'outil qu'est Internet. Ouais, développer son esprit critique, nous, c'est le mot d'ordre dans l'éducation nationale. Enfin, puis je dirais même pour tout le monde, hein, mais ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est pas inné de trier, et c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est vraiment très très important. Moi, je dis aux élèves qui me parle.
Là, on me donne cette information, allez, je vais aller vérifier qui me parle. Donc, on a des protocoles, et le mieux, c'est que ce soit eux qui découvrent ces protocoles de vérification de l'information. C'est-à-dire que si nous, on leur donne de façon verticale, descendante, ça ne marche pas. Donc, je sais que nous, par exemple, on a créé un outil où on a mélangé des vraies et des fausses informations, on leur donne, vous en choisissez une, et après, c'est à vous de faire une enquête. Et moi, j'aime bien leur raconter comme un storytelling, c'est-à-dire, vous êtes des policiers, vous allez enquêter. Donc, trouvez-moi toutes les justifications, toutes les preuves que c'est une vraie information ou une fausse information. Si c'est une fausse, je ne la partage pas. Ou si c'est une blague, j'annonce blagounette. Mais si c'est une fausse information qui peut avoir des enjeux, qui peut être dangereuse, je ne la partage pas. Mais je prouve aux autres pourquoi celle-ci, c'est une bonne information, pourquoi celle-ci, ce n'est pas une bonne information. Et ça se travaille, c'est une éducation pour les jeunes, pour les adultes. J'étais avec la CNIL il y a 3 jours, disait que aux États-Unis, il y a eu une enquête. En fait, les personnes qui diffusent le plus, qui partagent le plus les fausses informations, c'est les personnes entre 60 et 80 ans. C'est pas les jeunes finalement. C'est voilà. Moi, je veux dire entre guillemets, c'est ma belle-sœur qui a vu ça, puis qui sait pas faire, et puis qui va dire t'as vu là, ça craint. Bon. Et bon, voilà. Il y a toute une éducation. On l'a dit tout à l'heure. Le numérique, c'est une culture. Il faut éduquer. Et je dirais même que les jeunes sont peut-être même mieux outillés pour affronter ce genre de choses, parce qu'on est habitué. On entend, je vois la génération des 18-35 ans, à mon sens, est aujourd'hui très alerte sur ces faits. Beaucoup moins que la génération, par exemple, des 50 ans ou plus. Il y a encore du travail, mais bon, c'est vrai, maintenant, ils commencent à... Mais madame, on partage, bon, on sait bien que c'est faux. Ah oui, mais t'as partagé quand même. Mais c'est pas évident parce qu'on n'a pas été habitué, surtout à l'époque où on regardait quasiment exclusivement la télévision, à faire ce travail de vérification de l'information. On se disait, si c'est à la télévision, c'est que c'est forcément vrai. Et du coup, on n'a pas pris l'habitude dans les mœurs de faire ce travail-là de recoupage. Donc c'est une nouvelle habitude à prendre. D'autant qu'il y a une donnée supplémentaire, on assiste quand même à une espèce de défiance générale des médias. Il y a un climat, il y a des explications qu'on va peut-être pas énumérer là maintenant, mais par rapport à cette défiance des médias et peut-être au manque de moyens par ailleurs qui peuvent être attribués pour que chaque enfant grandisse avec les bonnes clés et l'assurance de développer son esprit critique. Est-ce que la responsabilité, elle doit être partagée aussi par les pouvoirs publics ? Est-ce que les journalistes eux-mêmes ont aussi un travail pédagogique à mener, que ce soit des journalistes de médias, presse, radio, TV, web ? Ou est-ce que c'est uniquement à l'utilisateur d'être responsable de sa consommation ? De toute façon, il faut qu'il y ait une formation. À un moment donné, c'est vrai qu'on peut par tâtonnement faire ses propres expériences, mais il est important que... les journalistes, maintenant, ont pris conscience de ça, et tous les journaux, maintenant, ont un site ou des journalistes qui font ce qu'on appelle du fact-checking, de vérification de l'information. Vous avez vu une information, vous n'êtes pas sûr... Il y a Libération qui propose Check News, vous lui écrivez ça, est-ce que c'est vrai que il va vous répondre. Vous avez une application qui... Décodeur. Décodex du Monde. Moi, je dis, mettez sur votre navigateur la petite application Décodex, parce que dès que vous êtes sur un site un peu borderline, on va dire, il y a un petit menu déroulant qui va s'afficher en disant... Voilà, croisez vos sources, allez voir ailleurs. Alors, il y a des couleurs, orange, rouge. Évidemment que ça peut être polémique parce que c'est le Monde qui l'a fait et il est jugé parti. Mais à un moment donné, quand on n'est pas aguerri à tout ça, c'est toujours mieux que rien de se dire, tiens, là, il m'a dit, tiens, ça c'est un média russe, un peu polémique, je vais aller peut-être chercher des informations ailleurs. Mais par rapport à ce que vous demandiez tout à l'heure, on y est tous les jours sur Internet et c'est fabuleux, mais il faut prendre conscience que si on ne fait pas attention, et on voit bien, même Google, même Facebook commencent à en avoir conscience, c'est que ça peut être nos démocraties qui sont en jeu derrière. Parce qu'au moment des élections, si on vous fait passer des informations qui sont des fake news, mais qui vont influencer votre vote, moi je trouve que ça pose problème. Du coup, avant d'aller un peu plus loin par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait se dire là, qui crée les fake news en fait ? Qui a intérêt à donner de fausses informations ? Alors, il y a un grand rapport qui vient d'être publié par le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Et donc, il y a 2 grandes sources. Il y a des sources extérieures, donc des pays,
enfin c'est pas ennemi, mais bon, des pays qui ont intérêt à nous déstabiliser un petit peu nos démocraties. Je cite des noms là où bon, la Russie par exemple, et puis des organismes, voilà, des lobbies, etc. Et puis il y a la désinformation qui vient de l'intérieur. Alors ça peut être des partis politiques, des lobbies, des groupes de des groupes de pression, des associations, mais qui sont engagés dans une logique de mercantile. Alors, il y a les deux volets. Il y a le côté mercantile et il y a le côté manipulation politique. Voilà. En fait, oui, on peut expliquer peut-être que du coup, l'intérêt de ceux qui créent les fake news, on sait peut-être pas exactement toujours qui ils sont ou d'où elles viennent. Par contre, l'intérêt, en gros, c'est soit de la rentabilité, c'est-à-dire de diffuser des informations spectaculaires sur lesquelles les gens vont cliquer. En gros, sur Internet, plus on clique, plus on a de l'argent. C'est un carburant à rentabilité, en fait. Ou alors des intérêts politiques. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire pour résumer. C'est les deux. Oui. Et c'est pareil. Hein, si on fait pas de langue de bois, moi, ça fait des années que je travaille là-dessus. On travaille avec des chercheurs, des universitaires, des journalistes. On s'aperçoit qu'une grosse proportion de la désinformation vient quand même de l'extrême droite, au niveau international. Alors, je ne dis pas qu'il y en a... Voilà, en dehors du côté financier, monétaire de la chose, au niveau de déstabilisation des démocraties, globalement, que ça soit, on a vu pour l'élection de Trump, que ce soit pour le Brexit, que ce soit au Brésil, etc., il y a une organisation internationale d'une extrême droite qui fait... ils sont très très forts pour diffuser des fake news et de la désinformation. Et quand on remonte un petit peu, moi, je prends un ordinateur, je peux vous faire une démonstration tout de suite. Hein, et puis, il se cache pas, je veux dire, c'est pas. Mais à un moment donné, un fait. Hein, si moi je dis ici, on est 3 autour de la table et qu'ils vous disent qu'on est 10, il y a des faits. Après, évidemment, on peut avoir des opinions différentes, mais il y a des faits. Et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier un facteur qui est assez important dans l'espèce humaine, c'est aussi le fait que peut-être qu'il n'y a pas forcément de raison. On a tendance, alors oui, dans certains cas et dans la majorité, il y a des raisons financières et politiques derrière, mais aussi parfois c'est tout simplement, il n'y a pas de plan machiavélique, c'est juste que les gens sont pas informés sur certains sujets et produisent du contenu qui vont dans le sens d'une croyance ou dans le sens d'un imaginaire collectif, et ça contribue comme ça à mettre en place des fake news, et ça arrive aussi, même si c'est loin d'être une majorité. Ouais, après c'est aussi peut-être un peu ce qu'on abordait rapidement tout à l'heure sur le statut qui a changé à l'expertise. Peut-être qu'aujourd'hui on a tous l'impression d'être un peu experts de plein de choses parce qu'on accède facilement à l'information. Et que du coup, en étant expert, on est détenteur de la possibilité de le diffuser et de le faire de manière approximative. Du coup, toi, dans ta démarche, tu parlais de légitimité tout à l'heure. La légitimité que tu as acquérie au fur et à mesure des années, elle s'est faite comment en fait ? C'est sur quelle base ? C'est pas le nombre de followers du coup ? Non, pas du tout. Le nombre de followers n'est pas représentatif de la qualité d'un travail. En tout cas, je pense pas. Je dirais que c'est plus... j'ai essayé d'être le plus sérieuse possible en faisant parfois des erreurs, mais ça arrive à tout le monde, c'est pas dramatique, mais le plus sérieuse possible dans mon travail. Et donc après, il y a une forme un peu un système de validation par les pairs finalement dans la communauté de vulgarisation scientifique, où très rapidement, si quelqu'un fait une erreur, on va s'en rendre compte, on va le notifier, ça va être notifié dans les commentaires. En fait, on peut difficilement faire passer une information fausse quand on fait de la vulgarisation sans que ce soit notifié quelque part. Donc à ce niveau-là, ça s'est fait comme ça, je pense, la légitimité. Même si, encore une fois, il faut toujours rester très prudent et ne pas se sentir invincible. Et en l'occurrence, il va certainement m'arriver de faire plein d'erreurs dans le futur. Et c'est pas grave, le tout c'est de s'en rendre compte et de modifier éventuellement si erreur il y a. Dans la désinformation, souvent, moi, je donne la définition d'une désinformation volontaire. Parce que c'est vrai que tous, même en tant qu'enseignants, ça peut nous arriver des fois de dire une chose qui s'avère approximative, voire des fois fausse. Bon, c'est plus facile en sciences humaines qu'en mathématiques. Mais je veux dire... Mais la désinformation, c'est une stratégie, hein, telle que l'envisage aujourd'hui le pouvoir politique, etc. C'est qu'il y a derrière, dans la désinformation, il y a une vraie stratégie de nuire.
enfin, voilà, de modifier les comportements, etc. L'erreur, c'est pas... Voilà. Un journaliste peut... C'est vrai qu'il y a des fois, on s'est dit, ouais, mais il a été dire, il a mis 10 au lieu de 12. Bon, il l'a pas fait exprès. Il y a des fois, bon, c'est vrai que des fois, ils font pas toujours bien leur boulot. Dans certains cas, certains le font mieux que d'autres. Mais c'est pas une volonté expresse de désinformer. Alors que certains ont des vraies stratégies. Du coup, là, si on parle de stratégie, pour contrer, alors on a compris les outils que chacun d'entre nous peut se doter, la curiosité, l'esprit critique, des outils qui accompagnent pour vérifier l'information. La question après, c'est est-ce que si ces stratégies, c'est de s'attaquer aussi aux démocraties, est-ce que les pouvoirs publics doivent intervenir pour protéger l'information ou essayer de garantir une information? Est-ce que c'est pas dangereux aussi qu'ils soient eux consultés pour le faire? Il y a des lois là récemment qui se mettent en place. Comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur demander en fait? Est-ce qu'ils doivent nous protéger et faire en sorte, et intervenir pour nous garantir une information de bonne qualité, ou est-ce qu'il faut que ça se situe ailleurs? Qui peut nous protéger de ça en fait? Là, moi, je ne vais pas répondre à ça. Je vais seulement dire qu'il y a un grand débat entre ceux qui pensent que ça va se réguler, que la régulation, elle se fait par la liberté. Donc, ça a été le grand discours, et notamment, parce qu'il ne faut quand même pas occulter que toutes ces plateformes qui nous donnent de l'information, beaucoup sont américaines, et que le premier amendement, c'était liberté d'expression. Donc, Facebook voulait absolument pas contrôler tout ça. Maintenant, ils sont un peu revenus sur cette régulation qui allait se faire par le marché, par le système en lui-même. On s'aperçoit que l'autorégulation, elle fonctionne pas, et Facebook, Google commencent aussi à développer des algorithmes pour contrer ces fake news, etc. Un exemple tout bête, comme on sait qu'une fake news se développe 6 fois plus vite qu'une vraie information, très rapidement, l'algorithme, il voit la vitesse à laquelle elle se propage et comment elle se propage, et il se dit, là, c'est une fausse information, donc je stoppe. Sauf que la censure, elle va se faire pas sur le contenu, c'est-à-dire que l'algorithme ne lit pas ce qui est écrit dans l'information, mais seulement sur la façon dont elle se diffuse. Bon. Et les pouvoirs publics, évidemment, que tout le monde, si les pouvoirs publics commencent à mettre des lois, tout le monde va crier au scandale, la censure, et même les journalistes, par rapport à ça, ils ne sont pas toujours d'accord. C'est un vrai débat. Moi, je ne sais pas, c'est un vrai débat. Je sais pas si... Même chose, je pense que je ne vais pas répondre de façon... j'ai pas eu le temps d'assez développer cette pensée-là pour donner un avis définitif et objectif. Cependant, juste comme ça, déjà, je me pose la question de comment. Parce que contrôler une information sur Internet, ça me semble vraiment très compliqué, voire quasiment impossible, puisqu'il y a toujours des moyens de faire circuler une information. Et surtout, j'ai peur que si on essaye le principe de la censure, notamment des trucs complotistes, etc., c'est que ça renforce les gens dans leurs croyances. Ça va faire un biais de confirmation. Les gens vont se dire « Ah, si le gouvernement cherche à cacher cette information, c'est qu'elle est forcément vraie. » Et donc j'ai peur que ça fasse l'effet l'effet inverse et que ça soit plus négatif que positif. Et également, qui dit contrôle de l'information par l'État, moi, je suis mitigée. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que ce soit... Parce que du coup... je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer, mais je ne suis pas forcément pour. Et surtout, je ne vois pas comment ce serait applicable sans que ça ait des répercussions négatives aussi sur justement le traitement de l'information. J'ai peur que ça fasse l'effet inverse. C'est compliqué, c'est un sujet qui est très compliqué techniquement. Techniquement, je pense qu'on a des moyens. Les algorithmes aujourd'hui, avec le machine learning, tout ça, ils sont de plus en plus performants. Il faut, par exemple, sur Twitter, je lisais récemment, 40% des comptes, c'est des faux comptes. C'est ce qu'on appelle des bots. C'est le diminutif de robots. Et donc, la désinformation, elle est aussi propulsée par des robots. Mais ces robots, derrière, il y a bien quelqu'un. Je veux dire, ils sont pas ex nihilo. Mais voilà, donc aujourd'hui, techniquement, je pense qu'on peut faire des choses. Après, est-ce que c'est satisfaisant? Et puis... Si je peux me permettre, je pense que la vraie solution, ça passera pas par le contrôle de l'information, puisque par définition, on ne peut pas contrôler une information, mais je pense que ça va davantage se faire sur l'éducation des générations, toutes les générations confondues, sur le traitement de l'information qu'on reçoit. On a une information, il faut obligatoirement qu'elle passe par un filtre,
avant de ressortir, et il faut plus qu'on prenne l'information telle qu'elle est, même venant de personnes en qui on a confiance. Il faut sans arrêt remettre en doute la parole des personnes qui nous donnent des informations, et je suis la première à le dire dans mon travail de vulgarisation. Ne me croyez pas sur parole, je vais faire des erreurs, je suis humain, donc à partir de là, faites toujours vos recherches de votre côté et vérifiez les informations. Il y a peut-être aussi une dernière dimension, il y a la désinformation. Alors on parlait tout à l'heure de choses assez simples à identifier en fait, quand il y a un titre spectaculaire, quand l'image et la légende qui lui est attachée ne correspondent pas. Après, il y a une forme de désinformation, en tout cas de privation de liberté peut-être, qui est due aux algorithmes dont tu parlais sur les réseaux sociaux. Quand on a une tendance à aller se renseigner sur certains types de sites, avec des opinions particulières, il y a un entre-soi qui se crée à la fois dans les cercles d'amis générés par les réseaux sociaux et à la fois par les algorithmes. Ce qui fait qu'en fait, on a une liberté qui se rétrécit un petit peu d'informations parce qu'il faut vraiment faire l'effort pour construire sa pensée, d'aller chercher des choses qui ne nous ressemblent pas en fait. Donc je ne sais pas si ça c'est aussi est-ce qu'il faut sortir des réseaux sociaux et aller s'informer ailleurs, ou est-ce qu'on l'utilise toujours comme un outil? Alors j'ai envie de dire oui, mais ça c'est un biais humain et ça n'a rien à voir avec Internet, et ça tu pourras pas le changer. Et c'est rigolo parce qu'on le voit avec les platistes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les platistes, je vais vous emmener dans le monde merveilleux des complots. Ce sont des personnes qui pensent que la Terre est plate et que le gouvernement nous ment parce que du coup la Terre n'est pas ronde et en fait on n'a jamais été dans l'espace, ce genre de choses très sympathiques. Et justement quand on parle de ce biais de confirmation, il y avait eu un documentaire qui a été fait et diffusé sur Netflix à propos de ces personnes-là, et pendant le documentaire les platistes expliquaient que ils avaient vraiment envie de chercher la vérité, que c'était leur but, qu'ils voulaient être neutres et avoir la vérité. Donc ils étaient dans une démarche entre guillemets de scepticisme finalement. Donc c'est plutôt positif le scepticisme a priori. Sauf que quand ils ont fait des expériences pour prouver qu'ils avaient raison à propos de la Terre plate, donc pas pour prouver que l'inverse, ce qui est l'inverse de la démarche scientifique, mais bref, et bien ils se sont rendus compte qu'en fait l'expérience montrait que la Terre était ronde. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont dit peut-être que ma croyance était erronée? Non, ils se sont juste dit que l'expérience était fausse et qu'il fallait trouver une autre expérience pour prouver que la Terre était plate. Et donc en fait, à partir de là, quand on a une croyance, quand on évolue dans un milieu sur Internet où on recherche une information qui vient corréler notre propre croyance, il n'y a pas grand-chose à faire, à part aller voir directement la personne et lui expliquer cas par cas. Mais voilà, je pense que c'est un biais humain, ça. Mais le problème, pour étoffer ce que tu viens de dire, c'est que ce que montre un sociologue qui a écrit un livre il y a 2 ans, Gérald Bronner, le nom m'échappe du titre du livre, mais peu importe, qui montre justement que ces croyants, au sens croyance en général, pas religieux, mais ces croyants sur le web, ils sont très actifs. Et en fait, quand on regarde sur le web, on est des millions à aller sur le web tous les jours, mais qui produit de l'information? Alors, on sort un chiffre de 1%, qui est peut-être un peu plus gros, peut-être, allons jusqu'à 10%. Mais les 90%, nous sommes que des lecteurs. Nous ne sommes pas des producteurs. Est-ce que vous avez... Alors, Charlie, évidemment, elle fait partie de ce 1%. C'est-à-dire, elle est créatrice d'informations, productrice d'informations. Mais on est très peu nombreux. Et justement... Le problème, c'est que les croyants, au sens, je crois que la Terre est plate, je crois qu'il y a un complot juif, je crois que, etc., ceux-là, ils sont très actifs parce ils sont prosélytes, ils ont envie de convaincre les autres. Et je dirais qu'une fois qu'on a basculé de l'autre côté Dark Side of the Moon, c'est très difficile. Nous, on ne peut pas, un élève qui est parti dans les théories complotistes, on n'essaye même pas. On n'essaye même pas parce que de toute façon, il renverse la charge de la preuve. C'est à nous de prouver que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu. Et de toute façon, il va dire vous n'étiez pas nés. On a des élèves comme ça qui vous. Ça, c'est peut-être intéressant qu'on explique ça par rapport. Alors les fake news, la théorie du complot, c'est une partie des fake news aussi. Ce procédé, en fait, qui est celui des complotistes, qui est pas de donner la preuve de l'existence de quelque chose, mais de demander au reste du monde de prouver qu'ils ont tort. C'est ça, hein, le processus. Ok. Et du coup, Et ils utilisent très régulièrement aussi ce qu'on appelle des arguments qui ne sont pas réfutables. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Oui, voilà, c'est ça. Va me prouver qu'une licorne n'existe pas.
Est-ce que vous pouvez prouver que la licorne existe ou n'existe pas? Vous ne pouvez pas. Donc, si moi je crois que la licorne existe, vous ne pouvez pas prouver le contraire. Donc, voilà, vous êtes tout fou. Et moi, j'ai raison. C'est ça. Hein. Et c'est aussi ce qu'ils utilisent, c'est le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire qu'on va vous donner le livre de Thierry Messant sur les Twin Towers, les tours jumelles ne sont pas tombées comme on nous l'a raconté. C'est un pavé comme ça. Bon, il n'a même pas mis les pieds aux États-Unis, mais il va mettre de la chimie, il va mettre de l'architecture, il va mettre de l'économie, il va mettre un tas de choses sur lesquelles on n'est pas compétent. Donc on est incapable, nous, de dire... puis au bout d'un moment, on lit, puis on se dit « Ah ouais, quand même, et puis ça, et puis ça. » tu parlais des platistes, allez voir 10 vidéos de platistes, vous allez être convaincus, hein. Ils sont très très forts, c'est très puissant. Hein. L'impact de la méthode narrative dans les fake news et également dans les complots est vraiment très très importante. Il y a une façon de raconter les choses où on a une information A, imaginons donc ça c'est un fait, c'est la vérité, elle existe, c'est juste un fait. En fonction de comment je vais la raconter, je peux dire tout et son contraire. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a un abus très clairement. Alors après, les abus, souvent c'est juste rigolo. Par exemple, quand on a un documentaire qui dit qu'en fait les pyramides, elles ont été construites par des extraterrestres, ça fait de mal à personne, c'est juste un peu amusant. Par contre, il y a des théories du complot qui peuvent être très graves pour la santé publique. Je pense notamment au mouvement anti-vaccin. Où là, concrètement, il y avait notamment cette vidéo d'une maman qui avait beaucoup circulé sur Facebook et sur Internet, d'une maman qui était anti-vaccin et qui expliquait ses arguments, donc en utilisant fake news sur fake news, en n'ayant aucun argument valide. Et c'était très dérangeant, en fait, parce que quand on a une autre maman qui va regarder cette vidéo-là sans avoir forcément une formation scientifique, sans avoir le recul, elle entend juste tous ces arguments et elle vient d'avoir un enfant, elle pense forcément à la santé de son enfant, et elle va se dire je vais pas vacciner mon enfant. Sauf que si tout le monde fait ça, on va se retrouver avec des maladies très dangereuses et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, et ça risque d'être extrêmement compliqué. C'est un peu le système de dire on a 99% de chances que quelque chose n'arrive pas, mais comme il y a 1% de chances que ça arrive, on décide de pas le faire. C'est pas logique, et pourtant, comme ça touche directement à la santé humaine, comme ça touche directement à nous et à nos enfants, on a tendance à avoir ce biais-là. Donc, ouais. Nous, on a construit avec les élèves un tuto, une petite recette construite à vidéo complotiste en 5 étapes. Et donc, on leur a donné, voilà, donc il faut trouver un coupable, il faut trouver une victime, il faut trouver des arguments, un millefeuille argumentatif, des fausses corrélations. Voilà, et donc, on leur donne un tuto. Et des fois, certains collègues font même créer des vidéos complotistes aux élèves pour leur montrer comment c'est facile, pour démonter le système, quoi. Alors après, la question, nous, dans l'éducation nationale, c'est est-ce qu'on les diffuse sur le net? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, qu'ils les construisent en classe et tout ça, c'est très bien parce que ça montre comment c'est construit. Et puis, donc, du coup, ils seront beaucoup plus avertis quand ils vont en voir. Ils vont retrouver tout de suite les codes narratifs, les codes techniques et tout ça. La musique qui fait peur, la voix off qui fait peur. Enfin bon, il y avait Canal+, dans le Before, qui avait fait toute une parodie des vidéos de vidéos complotistes. Justement, ils ont fait travailler là-dessus parce que ce que tu disais, si pour des raisons d'éducation, on emmène les élèves voir des vidéos complotistes, des vrais, après l'algorithme il va nous proposer tout ça. Si on leur dit le soir, allez regarder, tiens, mais moi je veux pas. Donc, ce que je fais, je leur donne des parodies. Donc là, ça fait rire. Mais déjà, il faut leur dire que c'est du second degré, parce que certains disent « Ah ouais, quand même, madame, ouais, c'est grave, je pensais pas. » Non, mais attends, c'est de l'humour. Et déjà, il faut déjà passer par là. Et puis, pour éviter qu'ils se retrouvent pris dans ces bulles de filtre. Et puis, au final, on a l'effet boomerang, on a complètement l'effet inverse de ce qu'on voulait obtenir. Quand on travaille sur les théories complotistes avec les élèves, c'est pareil, il faut bien réfléchir à comment on amène ça, pour qu'on le fait et comment on le fait. Et donc, on a compris un peu les leviers qu'on pouvait avoir pour, du côté de l'éducation nationale ou de l'éveil à l'esprit critique pour les enfants. Pour les adultes, c'est plus compliqué. Est-ce que des solutions comme celles que tu proposes d'expérience ou de vulgarisation sur une chaîne YouTube, tu penses que ça a un impact de lutte directe contre les fake news ?
Clairement, là, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, en janvier dernier, où en fait, il y a eu un vidéaste qui est très connu sur YouTube, qui a publié une vidéo assez innocente. Il n'avait pas vocation de diffuser une fake news, il n'y avait pas de mauvaise intention derrière, où il parlait d'un documentaire complotiste en des termes qui laissaient fortement présupposer que c'était vrai, que c'était un vrai documentaire, que c'était pas du tout un documentaire complotiste. Et comme il avait une très très large audience, eh ben, il y a eu beaucoup de ses abonnés qui ont été voir le documentaire et qui ont cru. Et donc moi j'ai fait une vidéo derrière pour essayer de débunker, donc expliquer entre guillemets les faits et les choses de façon scientifique avec les arguments à la clé pour montrer que le documentaire en soi il est extrêmement fallacieux. Et j'ai eu énormément de retours. La vidéo a très bien marché, elle a fait 1,7 million de vues, donc c'est très bien parce que ça a touché en fait cette communauté-là. Et j'ai eu énormément de retours positifs de personnes jeunes et moins jeunes m'expliquant qu'ils avaient vu ce documentaire, ils étaient persuadés que c'était vrai et que suite à ma vidéo, ils avaient compris qu'ils s'étaient trompés, ils allaient y faire plus attention par la suite. Donc je pense que oui, c'est clairement, il faut avoir des outils où on n'est pas dans le jugement ni dans le... il ne faut pas accabler les gens. Je pense qu'on a tous un jour cru en une théorie du complot plus ou moins grande, hein. Je ne dis pas qu'on pense tous que la Terre est plate. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, ça nous est tous plus ou moins arrivé. C'est pas grave en soi, par contre, le tout, c'est d'écouter un peu les différents échos pour potentiellement se remettre en question. Donc c'est peut-être le mot de la fin avant qu'on propose au public d'échanger, c'est se remettre en question, être curieux, aller chercher les outils qui peuvent nous accompagner quand on a un peu de doute. Mais en même temps, le doute, c'est plutôt aussi le point de départ, en fait, pour essayer de ne pas... gober tout ce qu'on a envie de c'est ça. Gober. Et ne pas non plus oublier que y a un effet qui est très sympathique qui explique que plus on a de connaissances dans un domaine et plus on se sent illégitime pour en parler. Quand on commence à mettre le pied dans quelque chose, dans une spécificité, je dis n'importe quoi, l'égyptologie, on se rend compte que vraiment, même si on est expert dans notre domaine, on sait rien. Et on a vraiment ce syndrome de l'imposteur. Alors qu'à l'inverse, il a été prouvé que les personnes qui ne connaissaient pas grand-chose à un sujet avaient en moyenne beaucoup plus confiance dans leur capacité et leur connaissance dans ce sujet-là. Et donc, ça montre que voilà, si vous êtes persuadé de tout savoir sur un sujet et vous êtes calé, c'est votre truc, vous savez exactement ce que vous dites, posez-vous la question, c'est probablement que ce n'est pas le cas. Peut-être recommencer à réapprendre. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions ? Pas une seule ? Ou des remarques ou envie d'échanger ? Ah. Je vais vous demander de parler dans le micro, par contre. Je veux bien vous poser la première question parce qu'on sait que c'est toujours la plus difficile à poser. Mais c'est surtout quelque chose, le revers, si vous voulez. Vous nous avez expliqué que les jeunes générations acceptaient moins bien les fake news. Enfin, c'est plutôt les gens de mon âge qui font circuler ça, ou au moins qui les lisent s'ils ne les font pas circuler. Par contre, les jeunes, ils sont tellement maintenant dans le doute. Je m'adresse surtout à la personne d'éducation nationale. C'est que maintenant, ils mettent tout en doute, même leurs professeurs, quand ils disent quelque chose, et ça commence à devenir un petit peu, même des fois, agaçant par rapport aux jeunes. Ils mettent tout en doute, ils croient plus ce que vous dites, quoi. Mais ça, voilà. C'est le revers de la médaille. Oui, c'est le vrai. Alors, c'est pas général, hein. C'est vrai que ceux qui commencent. Alors, moi, je trouve que c'est bien qu'un élève puisse poser des questions au professeur en disant « mais dites voir, là, vous nous dites ça, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer plus ou nous le prouver, etc. » Alors là où ça commence à poser problème, c'est quand ils disent « la Shoah n'a pas existé, les camps de concentration n'ont pas existé, etc. » Là, on voit bien, ça, c'est minoritaire, hein, ça existe, c'est minoritaire. Mais on voit bien derrière tout ce qu'il y a. Hein, c'est-à-dire, voilà. Alors, à un moment donné, moi, ça m'est arrivé une fois comme ça. Il faut pas, ridiculiser la personne qui vous dit ça. On va réfléchir. On peut lui dire, je te répondrai la prochaine fois. Et puis moi, j'ai essayé, petit à petit. Mais quelle est la preuve que je pourrais te donner qui te ferait changer d'avis, quoi. Alors, je lui cite un certain nombre de choses et j'avais eu la chance, oui, d'avoir dans ma voiture, de véhiculer dans ma voiture une personne qui a été dans un camp de concentration et qui, le temps du voyage, m'avait raconté un petit peu son histoire et donc avait évidemment le matricule sur le bras, etc. Ouais, même dame, maintenant, avec les tatoueurs, c'est facile. Mon argument, il était tombé à l'eau.
Donc c'est compliqué, il faut être patient parce que ça veut dire que derrière ces jeunes-là, on voit bien qu'ils sont partis embrigadés. Voilà, il y a des lavages de cerveau qui se font dans des univers familiaux, de copains, de pères. Et donc il faut être patient, il faut être bienveillant. Parce que, évidemment, si on se moque de lui, c'est terminé. Si on lui dit tu dis n'importe quoi, là, c'est fini. Donc, il faut être dans la bienveillance. Et puis, il y a des fois, ça ne marchera pas. Parce que le discours par les pairs dans l'univers où il vit à côté, il est tellement fort dans l'autre sens que, de toute façon, c'est... Voilà. Mais c'est vrai qu'en histoire géo, en SVT, dans certains domaines, ça existe. Mais la critique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, la critique, elle est aussi, on critique les journalistes, il y a une crise de confiance. Hein. C'est vrai que cette information horizontale, avec tout le monde à la parole et tout le monde sait tout sur tout, fait qu'il y a une crise de confiance aujourd'hui des grandes institutions. C'est bon. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Mais c'est une réalité des jeunes et des adultes. Il y avait une autre question ? Merci bien. Oui, plutôt qu'une question, je trouve qu'en français, le fait d'utiliser le terme d'infox me semble pertinent parce qu'on trouve l'idée d'information et d'intoxication volontaire, alors que le terme... américain me semble être un peu moins porteur. Après, l'autre remarque avec les élèves, c'est peut-être aussi de leur demander à nouveau de prendre le temps et pas de sans arrêt retransmettre rapidement. Et quand on leur dit qu'une information à trouver sur Internet demande de trouver 2 autres sites qui vont permettre de valider la première information, beaucoup d'élèves sont là à hurler en disant « Mais madame, quel est l'intérêt ? Parce que finalement, c'est long. » Oui, mais prenez un livre et puis parfois, le livre va vous permettre d'avoir votre information tout de suite, assurée d'une certaine manière, et puis avoir avec des gens qui ont déjà été reconnus. Et je trouve que dans notre société, et dans votre discours, c'est un petit peu ce que j'ai entendu, c'est comme si l'information ne passait que par les journalistes. Je grossis évidemment le propos et je déforme un peu le vôtre, parce que je comprends bien que ce n'est pas du tout ce que vous dites en réalité. Mais je trouve que c'est souvent ce qu'on entend un tout petit peu, alors qu'à mon époque, l'information, c'était l'information politique, économique, mais pas forcément scientifique, qui passait par les journalistes, ou pas autant que je pense que ça se trouve aujourd'hui, et que du coup, la place du livre était davantage là, avec une référence intellectuelle sûre. Après, dans les livres, tout ce qui a été publié, il n'y a pas eu que des choses vraies, des choses oui, bien sûr. En fait, le support n'est pas garant de la qualité du contenu. Il n'y a pas de support qui est infaillible. Je pense qu'il n'existe pas à l'heure actuelle un support où on peut dire ok, prends ça et tu es sûr d'avoir une information exacte. Ça dépend de la qualité du contenu et on va pas pouvoir passer outre ce système de revérification. Il faut que les gens apprennent à faire cet effort-là parce que... Les débuts des théories du complot, c'est l'abbé Barruel qui a écrit un bouquin pour justement, que ça soit le complot juif avec le protocole des sages de Sion et tout ça, c'était des bouquins. Hein. Je veux dire, à un moment donné... c'est la dénonciation des francs-maçons par l'abbé Barruel et tout ça, et les Illuminati derrière, tout ça c'était des écrits, hein, et tout était faux de A à Z, et ils l'ont dit après, mais ça marque encore notre génération. J'allais dire, ces livres-là, on ne les trouvait pas dans nos CDI, puisque je suis professeur documentaliste. Je me situe en tant que professeur par rapport aux élèves, et que du coup, il y avait une formation qui était quand même donnée. Et là, après les Illuminati, par contre, maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde les connaît, sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Mais c'était le genre de choses, on n'en avait pas connaissance quand on était ado.
Non, mais juste pour revenir sur le problème de l'attention, là où c'est un petit peu, moi je suis un petit peu, c'est pas pessimiste, mais le livre de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, qui vient de sortir en avril, dit qu'on a mesuré, c'est Google qui a mesuré le temps d'attention, c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, devant les écrans d'un millennial ou d'un jeune, c'est 9 secondes. Le poisson rouge, c'est 8. Et c'est dire que, en fait, sur ces écrans, on est tout le temps, et il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs, on est sur Twitter, on regarde un truc, on va sur Instagram, on va sur Facebook, on va sur YouTube, etc. Et donc le temps je crois que c'est au bout de 11 secondes, quand on regarde une vidéo sur YouTube, qu'elle commence à être comptée et elle peut rapporter à son éditeur. 11 secondes. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Charlie, parce que ces vidéos sont longues, et je me dis, mais est-ce que les abonnés restent devant les vidéos, parce qu'on est tous à commencer à regarder, puis on va ailleurs, etc. Et elle m'a dit... Oui, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous, on a la chance, et c'est pas du tout une majorité, mais on a la chance d'avoir un excellent watch time, donc temps de visionnage, durée de visionnage sur la chaîne. Les gens regardent en moyenne 75 à 81%, c'est ça ? 89% de nos vidéos. Donc ça veut dire que la majorité des personnes qui commencent une de nos vidéos la regardent jusqu'à la fin, ce qui est quand même extrêmement rare sur YouTube. Sur YouTube, la moyenne, elle est de 10%. Donc les gens regardent en moyenne 10% d'une vidéo. Elles font entre 10 et 20 minutes. Voilà. 10, 20 minutes et 80% de temps, c'est énorme. C'est ce que tu dis, la plupart des vidéos YouTube, les gens, ils zappent. Les jeunes et moins jeunes, on zappe. Moi, je suis allée regarder, mais c'est vrai que, je sais pas, c'est la qualité de la... C'est notre métier, en fait. Notre métier, c'est littéralement de capter l'attention d'un public qui n'est pas forcément intéressé parce que l'histoire et l'archéologie, je pense que, clairement, les 18-25 ans, a priori, si j'avais dû vendre le projet à une chaîne de télé, ça aurait été un peu compliqué, quoi. Mais en fait, on l'amène d'une certaine façon, en utilisant des codes de langage, en utilisant des références que les jeunes, je suis dans cette catégorie-là, donc ça embête de dire ça, mais que les jeunes comprennent et que les jeunes entendent, on fait des ponts, on fait des connexions, ce qui fait que ça va capter leur attention et on va réussir à parler d'un sujet. Exemple concret, si j'ai envie de parler d'archéologie expérimentale, je ne vais pas marquer dans le titre de ma vidéo « Archéologie expérimentale épisode 1 ». Là, je suis sûre et certaine que personne ne va regarder cette vidéo-là, malheureusement. Donc, je vais plutôt employer des titres qu'on appelle, excusez-moi le terme, mais des titres sexy, donc qui vont par définition attirer un public de façon à l'emmener vers là où j'ai envie de l'emmener. Donc par exemple, je vais plutôt titrer pourquoi est-ce que vous ne connaissez pas toute la vérité sur Spartacus. Donc les gens vont se demander tiens, ça me dit quelque chose, ça me rappelle quelque chose. Et là on peut dire ça vous savez, on le sait grâce à l'archéologie expérimentale, et hop, on peut créer des ponts. Et nous c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. Bonjour. Pour revenir au fait que les jeunes arrivent à différencier une fake news d'une vraie information, c'est que à cause des titres putaclic ou des choses trop dans l'extrême, on arrive à discerner le vrai du faux. Mais parfois, quand on ne sait pas vraiment, c'est vrai qu'on arrive à se faire influencer sur des thèmes qu'on n'est pas bien renseignés. Voilà. Et est-ce que toi, dans ton école ou dans ton collège, tu as une formation sur comment vérifier l'information, trier la vraie info de l'infox? Récemment, on a travaillé, mon professeur de français nous a parlé des théories du complot, des fake news, et il nous a expliqué que les théories du complot, ils essayent de persuader les gens, ils leur imposent leurs idées pour que les autres croient pareil qu'eux. Et par rapport aux fake news, faut se renseigner pour pas... par exemple, quand on fait un exposé, qu'il faut qu'on cherche une information qu'on n'est pas bien renseigné, si on commence à prendre la première information qu'on trouve, après, c'est pas forcément vrai. Donc, Ça a duré combien de temps l'information? Elle te demande si tu as une
formation, vous voulez savoir combien de temps a Oui, duré la mais formation dans l'école? Bah, elle a duré quelques semaines, mais c'est assez pour bien assimiler l'idée. En herbe. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, enfin, voilà, moi, je suis un service d'éducation média à l'information, mais moi, je pilote, voilà, au niveau académique et je suis pas devant chaque élève. Et ce que je souhaiterais, c'est que, bon, dans certains pays, il y a un enseignement, voilà, au numérique et qui inclut ça. Nous, voilà, c'est dispatché dans les disciplines. Bon, de plus en plus, c'est dans les programmes, mais le problème, il faut que ça soit pris en charge par des collègues, par des enseignants qui soient formés, qui se sentent à l'aise avec ça. Et les professeurs documentalistes, elles ne voient pas tous les élèves et elles ont un travail déjà important. Et voilà, c'est compliqué. Je dis, pour l'instant, il y a des élèves qui sont hyper bien formés et il y en a d'autres qui passent encore à travers les mailles du filet et qui peuvent arriver jusqu'au bac en n'ayant pas eu suffisamment, parce que c'est ce que vous dites, si c'est 1 heure en 4e, ça suffit pas, quoi. C'est en permanence, parce qu'en permanence, on leur demande d'aller faire des recherches sur tel et tel sujet. Et je dis au collège, il faut vraiment baliser ça, parce qu'aujourd'hui, d'un ordinateur à l'autre, on a chacun nos ordinateurs, et nos ordinateurs, ils sont, avec les algorithmes et les cookies, ils sont très personnalisés. Donc, je sais pas, vous allez mettre Voltaire dans l'ordinateur d'une prof d'allemand et on va vous sortir le dispositif Voltaire qui permet de faire des échanges. Puis si vous l'avez mis sur un ordinateur d'un type qui est sur les théories du complot, on va tomber sur Thierry Messant. Si on le met sur Voltaire, sur une prof de lettres, on va trouver les livres de Voltaire. Et donc, voilà. C'est pour ça que le professeur il va dire, tu me fais une recherche là-dessus. Bon, lui, il est fait à la maison, et puis, mais j'ai pas trouvé. Tu te moques, regarde. Ben oui, mais parce que l'ordinateur du professeur, il est déjà personnalisé avec ses cookies, ses algorithmes. Et voilà, si Voltaire, c'est le nom d'un cheval, et puis que le papa, il est complètement dans l'équitation, ben, il va avoir quoi voilà, je sais pas, les derniers résultats du cheval Voltaire. Enfin, voilà, Après, ça devient compliqué. Dans les leviers, il y a aussi la possibilité déjà d'abord peut-être de faire comprendre comment est fabriquée l'information de masse, parce que c'est déjà un élément pour comprendre comment s'informer. Il y a les agences de presse maintenant qui fournissent du contenu à des journalistes qui, eux, vont faire un travail ou pas, en fonction du temps et des moyens qu'ils vont s'accorder ou dont ils disposent. Et peut-être que déjà, faire comprendre aux jeunes comment on fabrique l'information avant d'essayer de débusquer les fausses informations, c'est peut-être aussi un des leviers. Ouais, avant de parler de désinformation et de complot, il faut déjà expliquer ce qu'est une information. Et là-dessus, il y a déjà un vrai travail, parce qu'il y a même des adultes qui pensent, moi j'ai entendu des collègues ou des adultes dire « Ah ben le monde, c'est de la désinformation ». Et là, ils confondent ligne éditoriale, angle de l'article et après des informations. C'est pas parce qu'on ne traite pas un sujet de la même façon entre l'Humanité, le Figaro, le Monde, qu'ils désinforment. Ils ont une ligne éditoriale, on peut dire qu'il y a un point de vue assumé, clair et qui est identifiable, mais c'est pas de la désinformation. La désinformation, c'est mentir. C'est-à-dire, voilà, on peut traiter une grève de 5 ou 6 façons. Après, il y a le point de vue des salariés, du syndicat, des patrons, c'est un point de vue. Mais la désinformation, c'est de dire que la grève, elle n'a pas eu lieu, par exemple. Ce qui n'est pas pareil. Et moi, je milite là-dessus parce que j'entends des fois des choses qui me hérissent un peu le poil quand on commence à dire les médias. Alors, on peut critiquer les médias aujourd'hui, nos grands médias, parce que voilà, détenus par des milliardaires très proches du pouvoir. Je ne sais pas, on peut dire des choses comme ça, mais les journalistes, il y a une éthique, ils font partie d'une école, ils sont issus d'une école de journalisme. C'est un métier. Moi, souvent, j'ai l'habitude de dire, quand je veux être bien coiffé, je vais chez le coiffeur. Je vais manger de la viande correcte, je vais chez le boucher. Et c'est vrai que si je veux avoir une information, a priori, au départ, je vais déjà la chercher chez des professionnels de l'information. Après, on peut compléter par des spécialistes, par un scientifique. Je veux vraiment creuser le sujet des centrales nucléaires. Bon, bah, c'est pas le journaliste qui doit traiter tous les sujets qui va me donner, donc je vais prendre un bouquin. Et là, je vais chercher un spécialiste. Ou aller sur YouTube et regarder les vidéos de ou aller sur YouTube. Je ne suis pas spécialiste dans mon domaine. Hein. Moi, encore une fois, je suis relais de l'information, je suis vulgarisatrice scientifique, mais je ne produis pas l'information, je ne produis pas la recherche. Ouais. Donc, bon, il y a tout un travail quand même. Aujourd'hui, c'est important. Oui, monsieur.
C'est parce que c'est enregistré. Non, c'est parce que c'est enregistré. Ah, c'est pour la caméra, excusez-moi. Donc, vous avez évoqué Wikipédia rapidement. Quel crédit on peut accorder à Wikipédia? Parce que je pense que tous, on va sur Wikipédia quand on a quelque chose à... Très bonne question et excellente question même. Alors, pour y répondre, je dirais que Wikipédia, il a très mauvaise presse. C'est un site qui a très très mauvaise presse. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir ce qu'on a dit à la jeune fille à l'école au sujet de Wikipédia. Est-ce que c'est un site qu'on t'a recommandé ou au contraire on t'a dit de ne pas trouver tes informations dessus? Moi, je sais qu'un jour, un professeur d'histoire m'avait dit qu'un de ses collègues, parce que vu que tous les élèves faisaient des copier-coller de Wikipédia, il avait modifié, puisqu'on peut modifier sur le site, des informations sur la mythologie. Et tous ces élèves, ils avaient fait des copier-coller et en fait, ils avaient tous eu faux parce que ils s'étaient pas renseignés, ils avaient juste fait copier-coller de la mauvaise, du mauvais truc que le professeur s'était amusé à mettre. Ok, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a quelques années, il y a un petit moment même déjà, Wikipédia, en effet, c'était une plateforme où n'importe qui pouvait contribuer. On pouvait devenir un contributeur de Wikipédia et donc, par conséquence, l'information, il fallait la vérifier, elle n'était pas nécessairement fiable. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est un outil qui a énormément évolué, qui s'est beaucoup stabilisé et la mauvaise presse est restée. On a toujours cette idée que Wikipédia, c'est le diable incarné, etc. Alors oui, il n'y a pas que Dupont sur Wikipédia, mais Wikipédia a l'avantage d'avoir un système de validation par plusieurs personnes qui sont des contributeurs justement. Dans ces contributeurs, il y a très souvent, même je dirais que c'est quasiment la majorité, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais des contributeurs, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine, des historiens, des scientifiques, etc., qui viennent spontanément contribuer à un article, à quelque chose, pour corriger les informations en permanence. Et aujourd'hui, il est faites le test chez vous si vous avez envie, il est extrêmement difficile de faire passer une fausse information sur Wikipédia parce que tout simplement, avant d'être publiée sur un nouvel article, elle doit être validée. Et pour passer la validation, en général, les fake news, elles passent pas du tout la validation. Et maintenant, c'est assez peu probable de tomber sur une fake news. Si tu réessayes l'expérience avec ton professeur, je doute que ça marche. Donc aujourd'hui, les notices Wikipédia sont très utiles, notamment pour avoir un premier pied où on est quand même sur une majorité d'articles qui sont fiables, notamment sur les articles qui recensent des faits qui sont entre guillemets de notoriété publique, les grands faits historiques, etc. Je pense qu'on peut aller sur Wikipédia en toute sécurité, dans le sens où ils ont été lus et relus par de très nombreux spécialistes. On peut voir d'ailleurs l'historique des conversations autour de ces articles-là, les sources disponibles. Et directement, quand vous lisez un article Wikipédia, allez voir les références, allez voir les sources, regardez un peu comment est-ce qu'il s'est construit. Et note également directement sur Wikipédia quand un article manque de ressources. Donc si vous lisez cet article manque de sources fiables, etc., là, vous pouvez éventuellement garder un petit peu de vigilance. Donc moi, j'ai un avis qui est plutôt positif sur Wikipédia. Je pense que c'est un outil qui est formidable, notamment pour les plus jeunes. Ça permet d'avoir une première porte d'entrée vers un sujet, un premier outil de vulgarisation. Maintenant, bien sûr, comme tous les outils, il a ses défauts. Faut pas non plus... voilà. En sachant qu'en plus, dans les données techniques de Wikipédia, pour publier une information, il faut qu'il y ait un nombre conséquent de sources à croiser. C'est-à-dire que si on invente un personnage public sur Wikipédia, si on fournit pas au moment de la création de la page des éléments concrets de publication, d'exposition, de vérification de faits, la page n'est pas publiée. Donc a priori, même s'il y a des fois un laps de temps qui fait que ça peut rester en ligne, c'est quand même... Le laps de temps est très court. Voilà, il y a suffisamment de critères de vérification qui font que c'est peu probable que ce soit faux. J'avais déjà essayé juste pour voir. Nous, à l'Éducation nationale, avec le CLEMI, il y a un CLEMI national, on travaille avec eux et il y a un concours Wikipédia qui consiste à faire créer à des élèves des entrées encyclopédiques et leur montrer les contraintes et les difficultés à faire un article qui relève parce que c'est une encyclopédie, hein, donc il faut des sources premières. Et donc dans l'académie, là, je sais que c'était Cluny qui avait fait, il y a une petite église dans un tout petit village où il y avait quasiment rien sur cette église, donc ils ont voulu faire un article Wikipédia, mais ça demande des contraintes et voilà, on peut pas faire ce qui avait été vrai au début quand cette plateforme a été ouverte. Et maintenant, le taux d'erreur est à peu près équivalent à celui du dictionnaire d'Oxford ou de l'encyclopédie d'Oxford. Donc, globalement, voilà.
il y a des sujets un peu touchy où il faut un temps de réaction. Voilà, Surtout les sujets qui sont relativement jeunes ou alors qui sont pas très connus et du coup on manque de ressources et là en général il faut se méfier. Mais sur les grands sujets de l'histoire, des sciences, là on peut y aller les yeux fermés. Il y a très peu de chances qu'il y ait des fausses informations dessus. Puis il faut avoir envie de créer une page Wikipédia parce qu'il faut faire du code quand même aussi, Ouais, un minimum. Donc c'est quand même, soit c'est des gens très mal intentionnés qui veulent vraiment te faire une mauvaise blague, soit c'est qu'a priori on a voulu partager un savoir et essayer de le faire de la bonne manière. Il y a d'autres questions ? Vous parliez des fake news de groupuscules ou de gens qui ont des intérêts financiers, mais en tant que citoyen, comment on doit faire par rapport à des gens qui sont au pouvoir, qui balancent aussi des fake news ? C'est-à-dire que des gens qui nous dirigent et qui ont des principes républicains et on devrait normalement les suivre, mais nous balancent de l'info qui n'est pas forcément la bonne. Alors moi, je m'attendais à cette question. Alors, moi, j'essaye de montrer qu'il y a une différence entre l'information et la communication. Les gens de pouvoir, c'est pas des journalistes. Ils sont dans la communication. Eux, ce qu'ils veulent, c'est toujours présenter leur action et tout ça. Alors la différence, on peut en faire d'autres, mais la différence entre information et communication, un communicant, il est en charge de valoriser l'entreprise, le produit, la personne, etc. Et de mettre la poussière sous le tapis de ce qui est pas bien. Et donc, les gouvernants, quel que soit le parti politique, ils veulent surtout pas mettre en avant leurs défauts, leurs faiblesses, leurs mensonges, etc. Donc, ils sont dans la communication. Le journaliste, lui, il est là pour dénoncer ça. Mais l'homme politique, il est dans la communication. Alors, ils sont pris tous la main dans le sac à mentir. Et là où ça deviendra grave, c'est le jour où il n'y aura pas de journaliste pour dire « Attendez là, Monsieur Machin, vous avez dit ça, vous faites de la com, mais nous, on a la preuve que vous mentez. » Et c'est vrai que ça peut interpeller le citoyen que des hommes politiques mentent. Mais c'est quand même pas une découverte. Je veux dire, et depuis, il n'y a pas que ce gouvernement-là qui a menti. Et... Ouais. Sa maladie. Oui, non, mais voilà, on peut remonter. Le problème, c'est que ça tout nous un choque. chacun trouve des formats, des supports pour véhiculer des informations. Avant, les gens lisaient, ils continuent à lire Ici Paris, France Dimanche. Si ça, c'est, vous voyez ce que je veux dire. C'est des journaux qui sont un peu légers, mais qui existent toujours. Oui, mais c'est du journaux people. Après, voilà, on donc sait après, que... le problème, c'est que la presse, au jour d'aujourd'hui, vous avez une presse qui a 300 millions de dettes au niveau de la presse. Il n'y a pas de redistribution vers les collèges, les enseignements. On met tout ça au pilori. Tout ce qui est invendu, il n'y a pas de banque du savoir comme on pourrait l'avoir avec la banque alimentaire. Donc, en fait, les gens, on est sur des apps, ils ne recherchent pas le contenu, le rédactionnel. Vous disiez, il y a des grands milliardaires qui maîtrisent les médias support papier. Les journalistes, au bout d'un moment, même s'ils ont une conscience, un travail, ça peut aussi être directif au niveau de la direction quand même. Oui, il y a des médias qui sont plus directifs que d'autres, on sait ça. Mais après, il y a Mediapart, il y a des médias en ligne maintenant. Ça rejoint peut-être une des questions qui a été posée tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez vous prononcer, parce que c'est vous qui l'avez un peu abordé. C'était la question de la gratuité ou non de l'information. Pour manger, on paye. Pour s'informer, est-ce qu'on doit payer ou pas ? Puisqu'en fait, les journaux auxquels vous faites référence, ce sont ceux qui effectivement sont financés d'une manière affichée et peut-être avec un pouvoir économique en tout cas. Mais il y a peut-être des médias indépendants par ailleurs qui essayent de faire le travail d'une autre manière. Est-ce que du coup l'information ça se monnaie et est-ce qu'on peut faire payer plus cher la vérité que les fake news ? Et c'est notre responsabilité de citoyen, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. La presse va très mal, même les 8 grands quotidiens aujourd'hui, à part peut-être l'Équipe et la Croix qui sortent un petit peu la tête hors de l'eau, ils sont tous... comment ? Le Canard enchaîné. Oui, le Canard. Puis le Canard, il vit sans publicité. C'est le seul journal qui vit sans hebdomadaire pour lui, qui vit sans publicité. Mais aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il faut l'acheter. Si on ne l'achète pas, ils ne vont pas survivre. Et donc, on est tous pris dans ce paradoxe. On voudrait de la bonne information, mais on ne veut pas la payer.
On ne veut pas la payer. Parce que c'est vrai qu'on est tous à critiquer, mais ce que disait, moi j'étais avec le rédacteur du JSL, bon, les collègues sont souvent très critiques, mais dit qui est abonné, qui achète? La personne. Donc on voudrait de la bonne information, mais on ne voudrait pas payer. Ça ne marche pas. Parce que derrière, si c'est gratuit, c'est les publicitaires. Et les publicitaires, c'est pareil, ils ont des moyens de faire pression sur le contenu éditorial. Puis on voit bien ce que ça donne, les gratuits, totalement gratuits. Prenez 20 minutes, ou bon, vous ramassez 20 minutes dans le métro. Ah ben, déjà, vous cherchez le texte. Hein. C'est à travers 4 publicités, vous vous dites, ah ben là, j'ai un petit article, et puis voilà. Donc, c'est compliqué, et c'est une responsabilité de chacun, et c'est une vraie réflexion de savoir aujourd'hui comment on va être informé, par qui, hein, et qui va financer ça. Alors, il y a un bouquin qui est sorti de Julia Cagé qui propose des solutions qui, pour l'instant, ne sont pas possibles, avec des fondations, parce que les fondations, on peut les prendre pour la santé et la culture, mais pas pour les médias. Mais il y a des solutions, mais c'est de notre responsabilité. Moi, j'ai en tête cette blague, vous vous rappelez, au moment de Lady Di est harcelée par des paparazzi, et on est obligé, le chauffeur est obligé de conduire assez vite. Bon, ils avaient bu, etc. Bon, et elle se tue sous le pont de l'Alma. Et puis, c'est cette mamie qui a, voici ou ici Paris, ou je sais pas quoi, un point de vue image du monde, sous le bras, hein, puis qui dit c'est salaud de journaliste. Ben oui, mais on a peut-être la presse qu'on mérite. C'est une vraie réflexion de citoyens à avoir, de savoir ce qu'on veut comme presse demain, comme information demain. Mediapart a choisi d'être indépendant de tous ces milliardaires, puisque Edoui Plenel avant travaillé pour Le Monde. Voilà, il fait un média en ligne, mais c'est payant. C'est payant. Et bon, il y a très peu de publicité. Il annonce, il dit son slogan, c'est seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Mais bon, Mediapart, ils ont mis 6 ans avant de sortir un petit peu aussi la tête hors de l'eau. Hein. Donc, il y en a des médias payants sur Internet. Et c'est cela, hein, parce que financer un journaliste qui va faire de l'investigation, qui va rester 3 mois, 4 mois sur un sujet, ça coûte cher. Ça coûte cher. Hein. Donc, à un moment donné, c'est une vraie réflexion. C'est qu'est-ce qu'on veut, nous, parce qu'on critique facilement, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Des jeunes qui n'ont pas accès à la culture, ou qui ne vont pas à l'école, ou qui abandonnent dès la 6e, où on sait très bien que, bon, non, mais alors, bien entendu, dans ces endroits-là, ça va être beaucoup plus compliqué de lutter contre ces fake news ou tout ça. Je veux dire, quelqu'un qui va lire, ou qui va écouter, ou voilà, qui a la possibilité de regarder de la presse, il va quand même pouvoir se faire sa propre idée, alors que si on les a pas si on n'a pas tous ces éléments pour se faire une opinion, ça va être compliqué, quoi. C'est pas si simple, parce qu'on voit des gens, c'est ce que je disais, à bac+8, des gens très diplômés qui sont complètement partis dans les théories du complot. Hein. Je pense que ça peut toucher n'importe qui. Alors, est-ce qu'il y a des conditions qui favorisent ça? J'en sais rien, et je suis pas spécialisée pour le dire. Par contre, je ne sais pas si on peut établir une corrélation entre le manque de diplôme et la facilité. Je sais pas. Bon, vous avez évoqué la presse, et c'est vrai que la presse va très mal. Mais je me souviens d'une époque où elle marchait plutôt bien. C'était pendant la guerre du Vietnam. Et un jour, notre professeur de philo, c'était en 1965-66, hein, il y a fort longtemps, et notre professeur de philo nous avait sorti 2 grands journaux qui marchaient bien, qui gagnaient, enfin, ça tournait à l'époque, et avec la même photo, il y avait 2 commentaires complètement opposés. Il y avait une photo de soldats américains. Dans un cas, ils étaient en train de libérer des Vietnamiens, et dans l'autre cas, ils étaient en train de les faire prisonniers. La même photo qu'ils avaient pris d'une agence, sûrement. Et c'était une époque, ça marchait bien, et c'était des journaux sérieux. Seulement, on voyait qu'il y en a un qui était peut-être plutôt pro-américain, et l'autre, voilà. Alors, vous voyez, et donc c'est difficile. Moi, depuis ce jour-là, donc s'il y a plus de 50 ans, eh bien, je peux vous dire que je doute un peu, quoi. Mais mon avis, c'est que dans le doute, abstiens-toi, comme disait Heidegger, alors ça fait pas avancer le schmilblick. Le photojournalisme, notamment par rapport à la guerre du Vietnam, c'est le début de la manière dont c'est le début du pouvoir de la presse, si on peut dire, la presse a eu une incidence pour la première fois sur un conflit
politique et militaire, quoi. C'est un peu grâce à la photo et au journalisme qu'il y a eu une pression sociale derrière, ou un mécontentement qui a été manifesté aux États-Unis pour enrayer le conflit. Bonjour. C'était rapide, c'était juste une remarque par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur le rôle de l'État, du pouvoir public sur... donc effectivement, je ne pense pas qu'il faut censurer, mais par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a quand même un rôle pour faire vivre justement une presse de qualité. L'État, quand même, c'est ce qu'il fait, justement. Je crois qu'il le fait mal. Dans l'aide à la presse, je crois que finalement, un journal comme Paris Match reçoit plus d'aide que l'Humanité ou Canard enchaîné. Donc, il y a quelque chose à revoir. Et puis, journalisme de presse écrite, mais même à la télévision, quoi. S'il n'y a plus de chaîne publique, il n'y aura plus d'Élise Lucet, quoi. C'est pas BFM qui va faire des Élise Lucet. Charlie, tu voulais répondre Non. Non. Mais dans le financement de la presse, c'est d'une part l'État. Enfin, après, je fais pas dans l'ordre. Il y a la vente au numéro, à l'abonnement. La publicité, on dit que c'est un double marché. C'est-à-dire que la presse, elle se vend déjà aux annonceurs avant de se vendre à nous. Elle se vend aux annonceurs, la publicité. La règle, c'était 1/3. Maintenant, pour certains journaux, ça monte plus d'1/3 en recette par rapport au chiffre d'affaires. Les ventes abonnement au numéro et puis une partie, les subventions d'État. Celui qui est le plus subventionné au numéro en presse IPG, information politique générale, c'est l'UMA. Et l'UMA a été sauvé par l'État, et à l'époque c'était Nicolas Sarkozy qui ont épongé les dettes de l'UMA. Sans les pouvoirs publics, il n'y aurait plus l'humanité. Donc on a une aide. Mais après, c'est vrai qu'on peut y réfléchir, parce que TéléZ, je crois, reçoit l'aide. Enfin, il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Mais c'est pareil. Il faut mettre tout ça à plat. Ça fait des mécontents. Et puis qu'une presse, alors, sauf le Canard. Le Canard ne reçoit pas d'aide de l'État. Parce que moi, j'aurais écrit, ils m'ont répondu, 0. Donc là, vraiment, le Canard, pas de pub, pas d'aide de l'État. Donc, ils sont vraiment libres. Justement, totalement libres. Mais tout ça, c'est un système qui est très fragile. Parce que certains disent, vous avez des subventions de l'État, donc vous n'êtes pas libre. C'est compliqué. L'UMA, voilà. Au numéro. Là, il y avait il y avait la dame qui voulait poser une question. En fait, c'était par rapport au niveau d'études et aux complotistes. En fait, il y a eu des études aux États-Unis. Alors aux États-Unis, c'était sur les complots du style les enlèvements des aliens, oui, j'en avais entendu parler. Le créationnisme. Et ils avaient vu qu'il y avait une certaine corrélation sur le niveau d'études, mais pas... Enfin, en gros, passé Bac+3, il n'y avait plus de corrélation. Mais ceux qui n'avaient pas fini le lycée avaient plutôt tendance à croire plus facilement certains complotistes. D'accord, ok, très intéressant, merci. Il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Non ? Vous avez d'autres choses à ajouter ? Ce qui aurait été bien, là, c'est qu'on fasse une petite démonstration de comment on vérifie une information. On peut le faire, on peut arrêter ce débat et puis tous se réunir autour de nos smartphones ou trouver on vous propose la démonstration. Comment ? Vous nous faites une démonstration. Mais il n'est pas branché. Là, non, il n'est pas branché. Mais on peut couper les caméras et puis le faire, si vous voulez. Oui, on peut faire une démonstration. Pour ceux que ça intéresse et qui voudraient savoir comment on fait, on est sur un site. Par exemple, moi, j'ai fait ça. Je savais que je devais rencontrer Charlie d'Angers. Je ne connaissais pas. Donc, je suis allée faire ma petite enquête pour savoir qui elle était. Elle a découvert que j'étais Illuminati. Voilà. Et reptilienne. Exactement. Alors, je cache mes yeux de lézard très bien. C'est une faculté que j'ai. Merci pour votre écoute et puis pour ces informations, c'est le cas de le dire. Nous, on vous invite à retrouver le débat en différé sur odile.tv. Et puis, allez regarder aussi d'autres contenus, des tic-tacs, des interviews qu'on vous propose auxquelles on vous propose de participer sur le Canapé Rose et qui auront pour thématique les cultures numériques. Merci à tous.
revoir.